Bienvenue donc dans ce chapitre 2, donc les défenses de l'organisme, avec cette partie donc sur l'immunité adaptative. Quelques rappels. Donc, on avait fait le constat que les micro-organismes entraient dans le corps malgré les barrières naturelles et pourtant nous ne sommes pas malades. Donc ça sous-entendait qu'on avait un système de défense qui empêche la multiplication des microbes dans le but que nous ne soyons pas victimes d'une grosse infection. Ce système immunitaire, on avait vu, était constitué de cellules, donc leucocytes, phagocytes et lymphocytes, et d'organes qui produisaient donc ces cellules de défense et qui les stockaient, principalement donc les ganglions lymphatiques ou nœuds lymphatiques. Première réaction du corps que nous avons vue, c'est ce qu'on appelle l'immunité innée. Donc c'était la vidéo précédente où nous avions une possibilité donc de réagir suite à une blessure, d'accord, par deux symptômes, deux types de réactions, c'est-à-dire la réaction inflammatoire et la phagocytose. Alors, quand vous vous coupez, quand vous blessez, on voit 4 symptômes. Les cellules blessées vont envoyer donc des substances chimiques qui vont dilater les capillaires, provoquer une rougeur et une chaleur, libérer du plasma dans les tissus, ce qui va provoquer un gonflement, et irriter les terminaisons nerveuses, ce qui va provoquer la douleur. Donc, ce phénomène aussi donc, de substances chimiques libérées va attirer les phagocytes et donc permettre la lutte contre les micro-organismes, c'est-à-dire la formation de pus. Vous avez donc ici les 4 symptômes donc, de la réaction inflammatoire, chaleur, rougeur, gonflement, douleur, d'accord, et l'action donc des phagocytes qui est mise en évidence par l'apparition du pus, c'est-à-dire de lymphocytes, de phagocytes morts. Pardon. Donc l'immunité innée, c'est quoi? C'est la réaction inflammatoire qui est donc locale, rapide, qui empêche la progression des micro-organismes et qui assure la guérison, plus le rôle des phagocytes si besoin, qui est une première ligne de défense contre tous les micro-organismes. C'est une réaction immédiate d'élimination des micro-organismes par phagocytose, on ne va pas revenir dessus. C'est une réaction surtout non spécifique qui agit contre tous les micro-organismes. Cette réaction suffit la plupart du temps pour bloquer l'infection. Immunité innée, rapide, locale. La question est, que se passe-t-il si ce n'est pas suffisant et que les micro-organismes continuent à se multiplier, à se développer? À ce moment-là, vous allez avoir des réactions de défense plus lentes et donc spécifiques. Spécifique veut dire que l'organisme va lutter contre un élément étranger précis, par exemple contre ce virus, contre cette bactérie. Le principe de la vidéo aussi va un petit peu changer par rapport à d'habitude. Je vais vous mettre des documents, poser des questions, vous arrêtez la vidéo, vous cherchez la réponse et vous relancez la vidéo pour avoir donc la réponse à votre question, la correction de la réponse. D'accord? Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Alors par exemple sur les antigènes, je vais vous laisser lire ce document, je vais le lire avec vous pour ceux qui sont dyslexiques, et vous essayerez de me donner la définition d'un antigène. Donc cet antigène est basé vraiment sur la reconnaissance de l'élément étranger précisément. On appelle antigène une molécule qui est reconnue comme étrangère par l'organisme et qui déclenche donc une réaction de sa part. La plupart des antigènes sont de grosses molécules normalement absentes de l'organisme. Ce sont, par exemple, des molécules portées par des microbes, virus, bactéries, par des cellules étrangères, organes greffés par exemple, ou par des cellules cancéreuses. Il peut s'agir aussi de molécules non liées à des cellules, par exemple les toxines bactériennes. La réaction de défense du corps contre un antigène est parfois excessive, c'est le cas lors de réactions allergiques. Alors, je vous laisse chercher ce qu'est la définition d'un antigène. Correction. Les micro-organismes, les toxines et les cellules infectées par les virus portent à leur surface des molécules, qui sont reconnues comme étrangères par l'organisme. C'est ce qu'on appelle les antigènes. Antigènes, donc une molécule portée par un micro-organisme ou fabriquée par un micro-organisme ou portée par des cellules infectées par des virus ou des cellules cancéreuses. Et ces molécules s'appellent les antigènes et elles vont être capables d'être reconnues comme n'étant pas à vous, c'est-à-dire c'est du non-soi. Ce qui est à vous, c'est du soi, ce qui n'est pas à vous, c'est du non-soi. Par exemple, ici vous avez le virus du sida, on voit donc à sa surface de nombreux éléments qui sont donc les antigènes et qui pourront être reconnus comme étant ceux du virus du sida. Nous avons des armes contre ces antigènes, ce qu'on appelle les anticorps. Alors vous entendez beaucoup parler actuellement, anticorps ou immunoglobulines, vous entendez beaucoup parler de ça dans l'actualité bien sûr. Alors il faut connaître ces expériences historiques, d'injection par exemple de bacilles diphtériques à des rats ou à des souris, et puis donc avoir les résultats à côté. Il y a 4 expériences ici. Dans la première, on injecte donc des bacilles diphtériques à une souris et vous lisez bien le résultat. La deuxième, on récupère les animaux qui ont survécu dans l'expérience 1 et on leur injecte encore les mêmes microbes, on regarde le résultat. Dans l'expérience 3, on injecte des bacilles diphtériques à des animaux qui n'ont jamais eu la diphtérie, résultat. Et à l'expérience 4, on injecte donc
aux animaux qui ont guéri de la diphtérie un autre bacille, par exemple le bacille tétanique, et on regarde le résultat. La question est simple, en comparant les expériences 1 et 2, expliquez pourquoi les souris du lot numéro 2 ont survécu. Quels renseignements supplémentaires apporte l'expérience 3? Vous arrêtez la vidéo, vous cherchez, vous remettez la vidéo, vous avez la réponse. Correction. Alors, je vais vous donner donc déjà l'interprétation. Ici, donc là, vous avez le résultat de l'expérience, et là, je vous donne donc l'interprétation. Tout ça forme l'analyse de l'expérience. Résultat plus, donc description du résultat plus interprétation. Dans l'expérience 1, je vais déduire de ce que je lis, c'est-à-dire que la plupart des animaux qui sont morts de la diphtérie, mais quelques-uns ont survécu, j'en déduis que l'injection de bacilles diphtériques tue certaines souris seulement, donc certaines résistent. De l'expérience 2, je vais déduire qu'une souris qui a survécu à l'expérience 1 va résister et survivre à une nouvelle injection de bacilles diphtériques. L'expérience 3, je vais en déduire que lors de la première injection, les souris ont développé des défenses. La preuve, c'est que si je leur réinjecte la diphtérie, et si elles ont survécu, elles vont résister. Mais un animal qui n'aura jamais vu la diphtérie a de grandes chances de mourir, par contre. Voilà pour les 3 premières expériences. En comparant les expériences 1 et 2, je peux conclure que les souris du lot 2 ont survécu parce qu'elles ont développé des armes contre les bacilles diphtériques. L'expérience 3 montre que c'est le contact avec les bacilles diphtériques qui ont permis aux souris de développer donc ces défenses. Le contact très important avec les microbes, je vous l'avais dit, il faut quand même qu'on soit en contact avec les microbes. Voilà ici un autre document. Là, on va s'intéresser à l'expérience numéro 4 ici et à ce document. Donc, on va essayer d'identifier ces armes. En utilisant le document de droite, dire quelle substance contient le sérum injecté aux souris du lot numéro 2. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a bien pu injecter à cette souris ici. D'accord ? Décrire cette substance et indiquer son mode d'action. Question suivante, expliquer pourquoi les souris du lot numéro 4 ici n'ont pas survécu. Alors, je vais vous lire le texte pour ceux qui ne voient pas bien. Ce texte s'appelle la neutralisation de l'antigène par l'anticorps spécifique, qui est en vert dans l'image. La présence d'antigènes dans l'organisme déclenche la fabrication de molécules particulières qu'on appelle les anticorps. Tous présentent une forme en Y, mais l'extrémité des bras a une forme complémentaire à un antigène donné. Ainsi, un anticorps donné peut se lier spécifiquement à un antigène précis et forme alors un complexe anticorps-antigène. Je vous laisse chercher, vous arrêtez la vidéo, vous la remettez, vous avez la réponse. Correction. Le sérum injecté aux souris de l'expérience 2 contient des anticorps. D'après donc le document qui est à côté, il s'agit de molécules en forme de Y qui peuvent se lier de manière spécifique à un antigène précis. Ceci forme un complexe antigène-anticorps. Pourquoi les souris du lot numéro 4 n'ont pas survécu? Elles n'ont pas survécu car on leur a injecté des anticorps antidiphtériques et puis ensuite des bacilles tétaniques. Donc ce ne sont pas les bons anticorps, elles n'ont rien pour se défendre contre les bacilles tétaniques. Donc là on voit la spécificité de l'anticorps. L'anticorps c'est l'arme antigène. D'accord? Antigène, c'est-à-dire contre ce qui n'est pas à nous, c'est-à-dire l'antigène. Bilan, l'organisme réagit à la présence de molécules étrangères, les antigènes, en se fabriquant des anticorps. D'ailleurs, on prend peut-être même presque des parenthèses ici pour ne pas se tromper. Donc l'organisme réagit à la présence de molécules étrangères qu'on appelle antigènes en fabriquant des anticorps étrangers, qu'on appelle aussi des immunoglobulines. Ces anticorps vont être libérés dans le plasma sanguin, dans le liquide du sang. Les anticorps sont spécifiques d'un antigène, capables de reconnaître cet antigène et lui seul de s'y lier et de former un complexe antigène-anticorps, complexe AGAC. Ici, vous avez un schéma avec des bactéries qui ont des antigènes entre guillemets en forme de triangle. AG veut dire antigène, AC veut dire anticorps. Et là, vous avez la production d'anticorps spécifiques parce que l'extrémité est en V. Donc ça peut se lier spécifiquement sur l'antigène qui est en forme de triangle. Par contre, ici, vous avez d'autres anticorps dont l'extrémité est arrondie. Eh bien, ces anticorps ne sont pas spécifiques et ne peuvent pas se lier à l'antigène de la bactérie. Ça ne marche pas. D'accord? Vous avez compris la différence? L'anticorps peut être aussi dirigé contre des toxines, par exemple la toxine tétanique ici, et donc se lier spécifiquement à cette toxine. Regardez, c'est par contre cette fois cet antigène ici qui est rond, et donc c'est cet anticorps-là qui va être spécifique. Celui-là ne pourra pas se fixer, d'accord, à la toxine tétanique. Quelques exercices si vous le souhaitez, même chose, vous arrêtez la vidéo, vous faites les questions, vous remettez la vidéo, vous avez les réponses. Alors, correction, ici j'ai les micro-organismes, ici donc l'antigène spécifique de la grippe en forme de triangle, l'antigène spécifique de la varicelle en forme de carré, l'antigène spécifique de la bactérie de la tuberculose en forme de rond. Eh bien regardez, je vais avoir des anticorps spécifiques, l'anticorps antigrippe dans mon schéma aura une forme en V, d'accord? L'anticorps antivaricelle aura une forme
dans lequel je pourrais glisser un carré, et l'anticorps antituberculose aura la forme donc qui me permettra de rentrer un antigène en forme de rond, entre guillemets. Expliquer pour quelle raison l'anticorps antigrippe ne peut pas neutraliser le virus de la varicelle. L'anticorps antigrippe a une forme spécifique pour l'antigène du virus de la grippe, donc il ne peut pas se lier à l'antigène du virus de la varicelle, ce n'est pas la même forme. Résumer le mode d'action des anticorps, les anticorps se fixent sur les antigènes dont ils sont complémentaires, c'est très important. Voilà pour la correction du petit exercice. Un autre exercice si vous le souhaitez, vous y répondez, vous arrêtez la vidéo, après je donne la réponse. Donc ce document représente le résultat sérologique, donc l'analyse de sérum d'une personne. Expliquez ce qu'on apprend d'après cette analyse. Correction, eh bien on voit à l'intérieur ici, d'accord, qu'il y a la présence d'anticorps anti-HIV1, HIV2. Donc je vois que la personne présente dans le sérum sanguin un taux d'anticorps anti-HIV1, HIV2 suffisamment important pour être détectable. Or, je sais que ce virus, d'accord, VIH1 et VIH2, c'est le virus responsable du sida. J'en déduis que cette personne est séropositive, c'est-à-dire qu'il y a la présence positive d'anticorps anti-VIH dans son sérum sanguin. D'accord, VIH veut dire virus de l'immunodéficience humaine, sida veut dire syndrome d'immunodéficience humaine. Acquise. Voilà comment on fait des bêtises dans une vidéo. Excusez-moi, acquise. Hein. Bouh, Madame Noël. Je vais mettre un point rouge là. Acquise. Oh, c'est écrit comme un cochon, je suis désolée, ça va être la souris. Acquise. Voilà. Alors, quelle est l'origine de ces anticorps? D'où viennent ces armes? Donc, même principe, on va partir sur des expériences historiques, vous les avez ici. Je vous pose 4 questions, donc analysez les résultats des expériences, donc vous avez déjà les résultats, il faut les interpréter, et conclure sur la nature des cellules productrices d'anticorps. Quelles sont les cellules de défense qui produisent ces anticorps? Je vous laisse chercher. Correction. De mon expérience 1, je déduis que l'injection d'un antigène provoque une production d'anticorps spécifiques. Ça marche. Ensuite, de l'expérience A, pardon, je déduis, donc ça c'est le témoin pour la première, je déduis que si on irradie la moelle osseuse, il n'y a plus de cellules productrices d'anticorps. De l'expérience B, je déduis que si j'injecte des lymphocytes B à une souris irradiée, j'ai de nouveau la production d'anticorps, spécifiques de l'antigène bien sûr. Ensuite, si j'injecte un autre type de cellule, ça ne rétablit pas cette production. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais conclure de cette interprétation? Que les cellules qui produisent anticorps spécifiques, d'accord, d'un antigène donné, ce sont les lymphocytes B. On le voit ici, ce sont les lymphocytes B. Et si je mets n'importe quelle autre cellule de défense, par exemple un phagocyte ou un globule rouge ou n'importe quoi, ça ne marche pas. Donc ce sont les lymphocytes B. Vous marquerez bien donc cette phrase rouge dans votre cahier. Comment agissent les lymphocytes B? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Les lymphocytes B donc, vont être capables de reconnaître l'antigène qui est présent sur les bactéries. Là, vous avez 3 bactéries jaunes avec l'antigène qui est en forme de triangle. Le lymphocyte B va reconnaître cet antigène et va s'y fixer. Donc, une fois qu'il l'a reconnu, ça va provoquer, activer d'autres lymphocytes. Donc, ce lymphocyte B activé qui a reconnu donc l'antigène va se multiplier très rapidement dans les nœuds lymphatiques ou dans les ganglions lymphatiques. Ensuite, non seulement ils vont se multiplier, mais il y a un certain nombre de lymphocytes B qui vont se mettre à produire des anticorps. On dit qu'ils sécrètent des anticorps. Donc on va libérer dans le sang d'énormes quantités d'anticorps qui vont se fixer sur l'antigène. Parce que l'objectif de ce complexe antigène-anticorps, c'est de neutraliser les bactéries, neutraliser les antigènes. Ça ne les détruit pas, ça les neutralise. Pour qu'ensuite, regardez bien qui arrive, eh bien nos phagocytes qui vont avaler les complexes antigènes-anticorps. Et oui, ils savent faire ça aussi. Il y a une coopération entre les cellules de défense de l'immunité innée et les cellules de défense de l'immunité adaptative. D'accord? Donc c'est le phagocyte qui va jouer le rôle de poubelle et vous débarrasser donc des bactéries bloquées donc neutralisées par ces anticorps. On va s'intéresser maintenant à ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. Ça c'est intéressant. Regardez bien. Quand un lymphocyte B rentre en contact la première fois avec l'antigène, on va avoir une réponse relativement lente, donc au bout de la première semaine, on commence à avoir un taux d'anticorps assez élevé. Rappelez-vous, il s'active, il se multiplie, il sécrète des anticorps, donc c'est ce qu'on appelle une réponse primaire. Elle est peu élevée, mais visiblement efficace. Regardez bien, ensuite le taux d'anticorps redescend, mais il ne redescend pas quand même à zéro. Hein. On arrive ici avec quand même encore un petit peu d'anticorps dans le sang. Si on a un deuxième contact avec l'antigène, le même antigène que lors du premier contact, eh bien, regardez bien, la réponse va être beaucoup plus rapide et la production d'anticorps va être aussi beaucoup plus importante.
plus efficace et plus rapide, et surtout ça va redescendre plus lentement, ce qu'on appelle une réponse secondaire. Ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'entre les deux, mon lymphocyte B, lorsqu'il va s'activer et fabriquer des anticorps, ils sont là, c'est ceux qui vont agir tout de suite dans l'immédiat. Il y en a un certain nombre qui vont se mettre en mémoire, qui vont garder en mémoire comment se défendre contre cet antigène. C'est-à-dire qu'ils vont garder en mémoire comment est l'anticorps contre cet antigène-là. Ce qui fait qu'au deuxième contact avec l'antigène, on a le même phénomène, activation, multiplication, lymphocytes B donc sécrètent, mais ils sécrèteront encore plus vite parce qu'il y aura eux qui se rappelleront de comment lutter contre l'antigène. Donc la production d'anticorps va être beaucoup plus rapide. Regardez la réponse, elle a pris une semaine ici. Là, regardez, elle prend quelques jours. D'accord? Et la réponse est surtout beaucoup plus efficace. Regardez la quantité d'anticorps produite par rapport à la première réponse. Donc plus on va rentrer en contact avec les mêmes bactéries, avec les mêmes antigènes, avec les mêmes virus, avec les mêmes antigènes, mieux on sera protégé. Donc on s'immunise progressivement parce qu'on garde en mémoire notre rencontre avec les différents antigènes présents sur les microbes. Donc lors d'un contact avec un antigène, certains lymphocytes spécifiques de cet antigène deviennent des cellules mémoire. C'est ce que vous aviez ici dans votre schéma, vous avez vu? C'était noté, d'accord? Donc on mémorise, d'accord, la trace du passage de l'antigène. Ils vont être donc sensibilisés à cet antigène, ce qui va renforcer encore nos défenses immunitaires. Conclusion, les réactions de reconnaissance de l'antigène sont lentes, mais certains lymphocytes gardent en mémoire leur rencontre avec l'antigène. Cette mémoire immunitaire permet aux réactions spécifiques d'être plus rapides, plus efficaces lors du second contact avec l'antigène. Et on verra que ça, c'est à la base de la vaccination, qui fera l'objet d'une vidéo à elle toute seule. Donc voilà pour le rôle des lymphocytes B, qui vont être capables de reconnaître donc le corps étranger par ces antigènes et qui va être capable d'y réagir en fabriquant donc une arme qu'on appelle les anticorps ou immunoglobulines. Le but étant de neutraliser donc le corps étranger qui est rentré spécifiquement contre celui-là. Mais il y a d'autres lymphocytes, notamment les lymphocytes T, qui forment une autre famille de leucocytes impliqués dans les défenses immunitaires plus lentes, plus spécifiques. Donc ce qu'on appelle la défense immunitaire adaptative. Lymphocyte B, lymphocyte T, c'est ce qui vient en second. On s'adapte au type de microbe et on agit de façon spécifique. Ces lymphocytes T, ici, sont capables de reconnaître les cellules infectées par les virus ou des cellules cancéreuses grâce à des antigènes qui sont présents sur les membranes de ces cellules. Donc c'est leur rôle. Ils vont se multiplier dans les nœuds lymphatiques et devenir des lymphocytes tueurs. Alors attention, il y a plusieurs familles de lymphocytes T, vous les apprendrez l'année prochaine lorsque vous serez en seconde. Là, on fait simple. Cette fixation sur les cellules infectées provoque leur perforation et leur destruction, ce qu'on appelle le baiser de la mort, vous l'avez ici. D'accord? Donc ce lymphocyte T qui se fixe à une cellule et qui la détruit. Regardez bien. Et puis, là, vous l'avez donc en image au microscope électronique à balayage. Vous avez ici deux lymphocytes T qui se fixent donc à une cellule infectée par un virus. On voit que ça bourgeonne un petit peu en surface, vous le voyez ici, d'accord, ces petits virus qui bourgeonnent. Et ce lymphocyte T tueur va provoquer l'explosion, d'accord, de la cellule. Alors, on verra l'éclatement de la cellule. Il y a différentes façons de donner le baiser de la mort. En tout cas, voilà globalement comment ça fonctionne avec un lymphocyte T. Ils ont plus un rôle de vigile. Je m'intéresse plus aux cellules infectées. D'accord, que voilà, puis encore, je fais caricatural. Alors, je fais très simple. Donc, tout ça est ensuite avalé par phagocytose, évidemment, par nos phagocytes qui sont toujours présents. Alors, bilan de tout ça. Lorsqu'un corps étranger pénètre dans votre organisme, il y a d'abord des réactions rapides non spécifiques, ce qu'on appelle l'immunité innée. Le phagocyte, d'accord, mais aussi ce qu'on appelle des macrophages. On reconnaît divers antigènes, on les avale. Enfin, c'est pas spécifique, donc ils avalent n'importe quel corps étranger, peu importe l'antigène. Donc cette phagocytose est très importante parce qu'elle va aussi seconder, d'accord, aider aussi à se débarrasser donc, des microbes qui sont dus à des réactions plus lentes. Si le microbe continue à se développer, si les bactéries se multiplient et qu'on passe dans une phase d'infection, on va commencer à avoir des symptômes. Donc on passe cette fois dans une presque, voilà, s'il y a des symptômes, c'est qu'on est déjà malade, il y a une maladie. Eh bien, il y a des réactions plus lentes mais plus spécifiques qui vont se mettre en place. On va s'adapter au type de microbe et y réagir de façon spécifique. Donc là, il y a une reconnaissance, c'est basé sur la reconnaissance des antigènes. Les lymphocytes B vont les reconnaître, vont ensuite s'activer, se multiplier, produire des anticorps, mettre en mémoire aussi, on le sait, et donc créer des complexes antigènes-anticorps pour neutraliser les antigènes, neutraliser antigènes ou bactéries, toxines ou bactéries, peu importe, ça marche. Ensuite, les lymphocytes T, donc eux, peuvent être aussi activés, se multiplier, reconnaître une cellule infectée. Vous voyez, c'est plus des antigènes, mais deux cellules infectées par un virus, par exemple. Et ces lymphocytes T tueurs vont donner le baiser de la mort et détruire les cellules infectées. Dans tous les cas, que ce soit les débris de la cellule ou les complexes antigènes-anticorps, qu'est-ce qui finit le travail? Eh bien, c'est par phagocytose que tout ça va être éliminé.
Voilà, donc il y a quand même une vraie coopération cellulaire entre toutes nos cellules de défense, les phagocytes ici, et la deuxième famille de lymphocytes, donc les B et les T. Voilà donc pour un bilan donc, de vos défenses immunitaires.